Nous revenons donc maintenant dans l'océan Indien avec Michel Ahmed, directeur du comité départemental du tourisme de Mayotte depuis 2011. Investi dans sa mission de développement du tourisme à Mayotte, Michel Ahmed contribue également aux initiatives régionales en direction des îles Vanille ou du canal du Mozambique. C'est plus particulièrement de cette dernière stratégie d'ouverture vers le canal du Mozambique dont vous allez nous entretenir. Je vous cède donc la parole. Madame la Ministre, Monsieur le Président, avant tout propos, permettez-moi quand même de remercier sincèrement le sénateur de Mayotte, Monsieur Thani Mohamed Soilihi, qui a permis que je sois devant vous aujourd'hui et qui nous permet de donner la parole à Mayotte, parce que là où on parle de renouveau du tourisme, à Mayotte, ça fait qu'une vingtaine d'années depuis que nous parlons tourisme, et depuis vraiment 2007 que nous nous sommes dotés d'une stratégie, d'un outil, donc des schémas de développement et d'aménagement du tourisme. Donc pour vous dire que nous sommes très jeunes en matière de tourisme et qu'il est important qu'on puisse faire entendre la voix de Mayotte et surtout pouvoir profiter des expériences de ceux qui ont commencé bien avant, parce que quand j'entends la Réunion qui a des facilités de visa par rapport à l'Afrique du Sud, par rapport à la Chine. Quand j'entends la Réunion qui dit ne pas être connue, la Martinique qui va nous parler de l'aérien, les problématiques que nos collègues vivent, pour nous, ces problématiques-là sont multipliées par 10 au jour d'aujourd'hui. D'où l'importance qu'on puisse nous partager et qu'on puisse également avoir le soutien de tout le monde. Alors, je vais vous parler du concept Canal de Mozambique, puisque par rapport à notre jeunesse en matière de tourisme, et en partant d'un constat qui est une évidence, qui est la position géographique de Mayotte, et je me suis permis de vous projeter ce diapo pour que vous puissiez voir où se positionne exactement Mayotte. Donc dans le canal de Mozambique, et dans ce canal de Mozambique, nous sommes en plein milieu du canal de Mozambique. Et donc partant de ce constat, et surtout du constat que Mayotte est bien évidemment un département français, une région européenne depuis 2014, mais Mayotte partage, et comme M. Manteil le disait tout à l'heure, la matière première en matière de tourisme, c'est l'identité, c'est la population, c'est la culture. On développe économiquement à partir de ces éléments-là. Et ces éléments, nous les partageons avec la côte est africaine, Zanzibar, Tanzanie, Mozambique, et même en regardant un petit peu Kenya. Et de l'autre côté, nous avons également Madagascar, et pas tout Madagascar, puisque Madagascar est un grand pays, mais une partie de Madagascar, à savoir les régions de Nosibé, Diana et Majenga. Et nous partageons avec ces entités-là, sans oublier les Comores en plein milieu, nous partageons avec ces entités-là la langue officielle à Mayotte et administrative, et bien évidemment le français, mais nous partageons une langue locale qui est dérivée du Swahili. Et pour l'anecdote, on avait organisé un séminaire autour de ce canal de Mozambique en 2014 à Mayotte, en septembre, et on avait un homologue tanzanien qui parlait anglais, on lui avait mis un traducteur à côté, et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il arrête de parler anglais et qu'il parle le swahili, et on se comprenait très bien. Donc on partage cette valeur identitaire, mais on partage également des valeurs culturelles profondes, issues d'un héritage de la population à la fois bantoue, arabe, musulmane et occidentale. Mais on partage aussi un imaginaire qui est très important, puisque je pense que Canal de Mozambique parle à beaucoup de monde dans cette salle. Donc le concept est tout trouvé en parlant de Canal de Mozambique. Et derrière, il y a un héritage, un imaginaire politico-économique que nous pouvons touristiquement valoriser. Et en dernier, par rapport à l'imaginaire Canal de Mozambique, nous sommes à la fois sur l'Afrique, mais également sur la France et sur l'Europe, puisque
Mayotte, par cette position géostratégique, offre une porte d'entrée française et européenne dans cette région. Et l'ensemble des entités qui sont autour de cette région avancent le tourisme comme un axe majeur de leur développement touristique. Donc là où, au niveau des îles Vanille, nous sommes sur un concept plutôt commercial, marketing, sur le projet Canal de Mozambique, nous sommes sur un vrai projet de développement qui serait basé sur des valeurs humaines et sur des valeurs culturelles. Pour Mayotte, il est très important, vu sa position stratégique, de jouer un rôle majeur dans ce concept Canal de Mozambique. Et le comité départemental du tourisme de Mayotte, avec l'appui du Conseil général de Mayotte, en 2013, ont été à l'initiative d'une formalisation de ce concept, puisqu'avant nous constations bien évidemment des relations de coopération commerciale, de coopération en matière d'agriculture entre Madagascar, entre l'Afrique et Mayotte. Et donc, il a été pensé au niveau du Conseil général et du comité départemental de formaliser les choses et de mettre sur pied ce concept Canal de Mozambique. Et en septembre 2014, à Mayotte, nous avons mis sur pied une association qui porte le nom Canal de Mozambique et qui a investi de domaines de coopération régionale assez vastes qui vont de l'agriculture, comme on peut le voir, à l'artisanat, en passant par la recherche, la coopération dans le domaine des universités, la formation professionnelle, mais aussi et surtout le développement touristique, sur la base des éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, et en disant jouer aussi sur l'imaginaire entre l'Afrique, Mozambique, Tanzanie, Zanzibar, où dans l'imaginaire des touristes, on pense tout de suite à tout ce qui est safari animalier. Alors qu'à côté Mayotte, et je l'ai entendu tout à l'heure, nous avons la chance de pouvoir proposer dans cette partie du monde, dans l'océan Indien, dans le canal de Mozambique, le plus grand et le plus beau lagon de cette zone-là, avec une double barrière. Donc un produit qui est tout trouvé, qui serait safari animalier en Zanzibar, continuer sur un safari baleine-dauphin à Mayotte, quelque chose que nous pouvons offrir toute l'année. Donc des produits sont en place et avec Nocibé, nous avons commencé à mettre des choses en place, mais ces initiatives et ces portes ouvertes au développement du tourisme à Mayotte se heurtent bien évidemment à des freins très importants qui font que un an après avoir mis en place l'association, nous avons des difficultés pour pouvoir avancer. Bien évidemment, des difficultés financières, mais depuis début de l'année, nous sommes éligibles aux fonds européens. Donc nous allons pouvoir, Mayotte, à partir de ces fonds-là, donc jouer le rôle de fédérateur, d'acteur central, et la France de rôle central dans cette organisation. Mais il y a également des freins qui sont j'allais dire presque décourageant, puisque pour pouvoir coopérer, nous devons avant tout pouvoir nous rencontrer, qu'il y ait circulation des hommes et commercialement des marchandises également. Et là où la Réunion, je le disais, ont des facilités de visa pour l'Afrique du Sud, avance pour la Chine, eh bien, le mois dernier, nous organisions la 5e édition du Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte, et nous avions bien évidemment invité des collègues de Nocibé, de Diego et de Majenga, et certains n'ont pas pu venir. Et dans le cadre du séminaire Canal de Mozambique que nous avions organisé à Mayotte, certains des collègues de Mozambique n'ont pas pu venir, puisque pour avoir un visa, qu'il soit économique ou touristique, il est très difficile. Sur cette base-là, nous ne sommes plus crédibles face aux collègues avec qui nous voulons travailler. Alors, en lançant le concept Canal de Mozambique, nous pensions qu'il allait être très intéressant puisque tout de suite après, s'est montée une compagnie aérienne qui s'appelle EWA, qui travaille sur la partie régionale et qui justement
propose des dessertes vers Majinga, Diego, Nosibé, donc les destinations qui nous intéressent, mais aussi les Comores, Dar es Salaam et Pemba. Donc on s'est dit, parfait, la partie aérienne au niveau régional, nous l'avons. Et nous constatons que Mayotte constitue aujourd'hui, par rapport à cette compagnie, plus de pays émetteurs que de récepteurs. Donc dans un sens et pas dans l'autre, puisque j'ai regardé les chiffres, la compagnie l'année dernière, sur 2014, a fait 60 000 passagers de Mayotte vers les autres entités. Mais en retour, les chiffres sont beaucoup moins intéressants. Donc à ce niveau-là, nous devons nous poser les bonnes questions également et trouver les verrous pour pouvoir les faire sauter. Alors pour finir, puisque le président me fait signe que le temps nous est compté, pour finir, j'allais dire, nous avons conscience, Mayotte, que nous avons énormément de travail à fournir au niveau du développement, au niveau de l'ingénierie, au niveau de l'hôtellerie, au niveau de l'aérien, mais nous avons aussi conscience que nous pouvons apporter pour la destination France et pour la destination Mayotte cette ouverture, donc cette proposition d'offres combinées en termes de voyage. Mais il est important qu'on puisse travailler sur les freins de façon à être crédible au niveau de nos partenaires et pour pouvoir travailler. Alors je voulais juste pour finir, Monsieur le Président, si vous permettez, sur une motivation par rapport à ce projet, puisque dans le cadre de notre veille numérique au comité du tourisme, on note régulièrement ce type de demande où je vous lis, c'est sur le routard.com et on va, je pense, comprendre le titre « Zanzibar ou Mayotte avec un enfant de 6 ans ». Bonjour, je sais que même si les deux destinations se trouvent dans l'océan Indien, elles possèdent chacune leurs particularités et qu'il est difficile de les comparer. Mais malheureusement, je ne peux envisager de ne pas faire un choix sur l'une d'entre elles. Avant le projet de voyage, donc je vous passe le reste, donc pourquoi obliger le touriste à faire un choix quand nous pouvons lui offrir, lui faciliter en lui offrant un voyage combiné, comme je le disais, 5 jours peut-être en Zanzibar, 5 jours à Mayotte, et des messages comme ça, nous en relevons pas mal, d'où notre, avec le sénateur Tani, notre motivation et notre entêtement, j'allais presque dire, pour ce que le concept Canal de Mozambique puisse vraiment être opérationnel en matière touristique pour Mayotte. Vous comprendrez à quel point il est difficile de couper un intervenant qui nous parle de tourisme naissant sur son territoire avec autant de passion. Mais gageons que les freins dont vous parlez, vu les atouts naturels dont vous bénéficiez, se lèveront, les obstacles tomberont au fur et à mesure que vous continuerez à vous battre et je sais que vous êtes bien représentés. Partons donc maintenant vers la Caraïbe avec Karine Roy-Camille qui préside depuis 2010 la commission du tourisme de la région Martinique, de même que le comité martiniquais du tourisme. De la Caribbean Tourism Organization, CTO, à Atout France, en passant par le Grand Port Maritime, Karine Roy-Camille impulse son dynamisme en faveur du développement de l'activité touristique. Notons en particulier qu'elle préside le comité spécial de tourisme durable de l'Association des États de la Caraïbe. Je crois savoir, mais je n'en suis pas certain, que votre présentation évoquera en particulier le lobbying comme outil de dynamisation de la stratégie de développement touristique, mais aussi la diversification de l'offre martiniquaise. Je vous passe donc la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Outre-mer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, merci de m'accueillir parmi vous à l'occasion de ce colloque sur le tourisme. En accord avec les organisateurs et dans le respect de cette volonté d'innovation, j'ai donc choisi d'intervenir sur le thème lobbying et stratégie touristique, sachant que le lobbying institutionnel est une pratique relativement inhabituelle en France dans le secteur touristique. Ma vision et ma conviction pour le tourisme martiniquais est celle d'un tourisme qui soit la locomotive de l'économie et du développement de la Martinique. Le tourisme doit s'intégrer pleinement
dans la stratégie de développement et d'aménagement du territoire. En 2010, à mon arrivée, nous étions en Martinique au creux de la vague. En effet, entre 1998 et 2010, la destination Martinique a connu une baisse de fréquentation continue avec 400 000 touristes perdus et 200 000 chambres également perdues. L'une des ambitions majeures de la réforme de la politique touristique a été justement de favoriser et d'accompagner la mutation d'une économie traditionnelle touristique à bout de souffle vers une industrie touristique moderne et compétitive à haute valeur ajoutée et à forte capacité de création d'emplois. C'est là le défi que nous avons relevé avec les acteurs économiques, les politiques et bien entendu, là aussi, la population martiniquaise. Les objectifs quantitatifs à l'horizon 2020 ont été fixés. 1 million de touristes, 624 millions de recettes touristiques et la création de 9 000 emplois. Pour ce faire, nous agissons fortement sur les clientèles et sur les produits, et ce conformément à la stratégie retenue pour la destination Martinique. Dans cette optique, la plaisance, la croisière, les activités sportives liées à la mer, le patrimoine naturel, le patrimoine culturel, la gastronomie dont nous avons parlé avec Babette précédemment, le rhum, le seul rhum au monde AOC, ainsi que le tourisme d'affaires. Pour les marchés émetteurs, nous avons accentué la diversification de notre clientèle, jusqu'alors principalement issue de métropoles, notre marché naturel qui ne saurait rester aussi exclusif à l'avenir. Nous avons mené de nombreuses actions sur d'autres pays d'Europe, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Pour ce faire, nous avons délibérément choisi, tant pour l'aérien que pour la croisière, d'aller à la rencontre des acteurs clés, institutionnels et privés, des pays ciblés par notre stratégie de développement touristique. Dans ces domaines, le lobbying joue un rôle déterminant. Le lobbying est une démarche d'influence essentielle dans les cercles privés des décideurs des compagnies de croisière, des compagnies aériennes et également au sein des organisations et institutions internationales telles que l'OECS, l'AEC ou encore la CTO. Dans cette démarche, la régularité, le savoir-être, le savoir-faire et le protocole sont particulièrement appréciés. Cela va au-delà de la démarche professionnelle ou diplomatique. Les codes sont nettement plus sévères. Concernant l'aérien, il n'était pas concevable pour nous d'avoir les pratiques de nos concurrents de la Caraïbe qui peuvent aider financièrement les compagnies aériennes à ouvrir de nouvelles lignes, en garantissant notamment le volume des sièges invendus ou les frais d'installation dans le pays. La réglementation européenne des aides d'État nous l'empêche. Mais au-delà de cette législation, nous savons que nous avons un atout parmi d'autres sur nos concurrents, celui de pouvoir assurer aux compagnies aériennes un taux de remplissage avec un flux de passagers conséquent à l'aller et au retour. C'est dans cet état d'esprit que ces dernières années, nous avons pu diversifier en partenariat avec la SAMAC, notre aéroport, dont je salue la présence parmi nous. Nous avons pu diversifier ces marchés autour des nouveaux axes aériens développés principalement par des actions de lobbying. Quels en sont les résultats? American Airlines, 6 vols par semaine en provenance de Miami. Seabourn Airlines, 3 vols par semaine en provenance de Porto Rico. Cubana de Aviation, 1 vol hebdomadaire en provenance de la Havane. Air Canada et Air Transat, doublement des fréquences en haute saison. Et prochainement, le lancement de 3 nouvelles lignes, New York, Washington et Boston, soit 7 vols par semaine dès décembre 2015 avec Norwegian Airways. La capacité en nombre de sièges entre les USA et la Martinique a été multipliée par 4, soit près de 30 000 sièges supplémentaires pour la haute saison prochaine. Concernant la croisière, au-delà de la fréquentation des salons professionnels internationaux, le lobbying au sein même de la Florida Caribbean Cruise Association est déterminant. L'expertise du métier et le carnet d'adresses ainsi que le statut de Platinum Member permet l'échange au niveau des décideurs. Nous avons pu ainsi développer de nouvelles escales en Martinique et des têtes de ligne de croisière qui apportent de nouvelles perspectives de packages combinés séjour-croisière et générant par ailleurs la mise en place de charters dédiés au départ de Charles de Gaulle, au départ d'Allemagne, d'Italie, mais également du Brésil, de Sao Paulo, dès la saison prochaine.
Avec 35 000 passagers de croisière en 2010, la Martinique a reconquis ce marché et accueillera près de 327 000 touristes de croisière pour la saison 2015-2016. Notre action de lobbying a été exercée sur tous nos marchés étrangers de façon systématique, ce qui a permis de repositionner de manière significative l'image de la Martinique dans l'esprit et pour la perception de ceux qui décident. Parmi les exemples les plus marquants, le retour après 23 années d'absence de la compagnie aérienne American Airlines, le retour de la compagnie de croisière Carnival après 7 ans d'absence et l'accueil de l'un des plus gros paquebots du monde, le Quantum of the Seas. Les résultats sont là. La destination Martinique a accueilli 718 000 touristes en 2014 contre 577 000 en 2009, avec un regain notable de la croisière. Pour l'offre touristique de la Martinique, l'objectif est de proposer à tous nos marchés de clientèle un large éventail de produits qualitatifs, basés sur la remise à niveau, la montée en gamme, la diversité des typologies de l'offre d'hébergement répondant aux attentes et aux exigences de la clientèle et qui doivent rééquilibrer le rapport qualité-prix de notre destination. C'est là tout l'enjeu du schéma directeur du développement hôtelier et para-hôtelier de la Martinique, le premier de tous les territoires ultramarins français, qui a été présenté en mars dernier à l'ensemble des professionnels en Martinique au terme de 6 mois de travaux qui auront réuni, au-delà des professionnels, acteurs économiques, les institutions publiques et les partenaires sociaux, que je remercie également d'être parmi nous. Nous finalisons actuellement son plan d'action pour apporter des solutions adaptées et responsables aux problématiques que rencontrent nos établissements hôteliers, mais aussi aux autres hébergeurs professionnels, pour démontrer que les difficultés des hôteliers, oui, chère Yann, ne sont pas une fatalité et que l'on peut investir dans ce secteur. Ce schéma novateur rassemble des outils existants et vise à adapter d'autres dispositifs réglementaires ou financiers aux réalités martiniquaises. Madame la ministre, j'ai présenté ce schéma au Conseil de la promotion du tourisme comme un projet pilote expérimental pouvant inspirer d'autres destinations. Ce conseil, présidé par Monsieur le ministre Laurent Fabius, a remis le 22 juillet ses 27 orientations pour les Outre-mer. Nombre de nos propositions y figurent. Enfin, pour terminer mon propos, c'est aussi notre nouvelle stratégie de marque qui définit le nouveau positionnement de notre marque de destination. Une nouvelle identité, plus impactante, pérenne et partagée avec la population martiniquaise au cœur de la promesse. Une réelle invitation à la rencontre et au partage d'expériences entre les visiteurs et les Martiniquais. Je vous remercie de votre attention. Cet après-midi, la Martinique nous a fait voyager entre les difficultés de l'industrie touristique, l'activité touristique, aussi les qualités de sérum, mais pas seulement de sérum. Et là, en écoutant Madame Rakami, je me dis que la Martinique est déjà en action. Les choix sont faits, les choix sont écrits, leur mise en place est engagée. Reste simplement à régler, et là effectivement je regarde Yann, à régler la question de fond, comment rendre compétitive une activité quand elle se situe dans un environnement géographique très engagé lui aussi, et qui bénéficie d'avantages sur lesquels nous n'avons pas toujours la maîtrise, en particulier le droit du travail et les charges sociales et le reste. Donc une concurrence, il faut savoir trouver sa place. Nous allons donc nous diriger maintenant un peu plus au nord. Nous allons rejoindre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon avec Roger Hélène, président du MEDEF de cette collectivité, chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, président de la fédération du BTP. Roger Hélène est à l'origine de l'étude de faisabilité économique du projet de Grand Port de Saint-Pierre. Cher Roger Hélène, avec la proximité immédiate du grand voisin canadien, merci de nous exposer la stratégie de développement touristique de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'environnement nord-américain. Madame la ministre, bonsoir. Monsieur le Président, merci de m'avoir reçu. Tout d'abord, à travers mon rôle, je dois défendre les intérêts des entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon dans tous les secteurs confondus. Après avoir réalisé et suivi le plan stratégique de développement
mis en place par la collectivité. Je vais vous dire 2 mots sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon est situé dans l'Atlantique Nord, comme vous venez de le dire, monsieur le sénateur, dans un environnement nord-américain à proximité de Terre-Neuve. La formidable histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon a commencé il y a à peu près 500 ans, lors de sa découverte par un navigateur portugais. C'est ensuite Jacques Cartier qui, en 1536, ont pris possession au nom de la France. Ces eaux ont été déclarées pendant un moment les plus poissonneuses au monde, ce qui a donné lieu à l'épopée de la grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve jusqu'au moratoire sur la pêche en 92. Un coup d'arrêt brutal. Saint-Pierre-et-Miquelon, de par son histoire, a subi aussi de grandes difficultés, population déportée, village détruit entre 1700 et 1800. En 1816, Saint-Pierre-et-Miquelon est devenue définitivement française. C'est aussi pour cette raison que sera organisée l'année prochaine les célébrations 2016 qui vont rappeler les 200 ans d'appartenance à la France. C'est aussi pour le tourisme qui vient sur l'archipel est un tourisme surtout canadien. Il a été dynamique jusque dans les années 2005 à hauteur de 18 000 visiteurs par année. Il faut savoir que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un territoire de 240 km², 6 500 habitants, presque aussi grand que Saint-Barthélemy. Cette histoire, ces tourismes ont été attirés par une histoire, surtout l'histoire de la prohibition des années 30, l'histoire des bootleggers, mais également les produits de luxe, le tabac et l'alcool à bon marché. Les dernières statistiques ont montré sur l'archipel quand même une baisse du tourisme, et suite à cette baisse, la collectivité a entrepris un plan stratégique de développement qui vise à dynamiser le secteur du tourisme, donc à doubler d'ici les années 2030 le tourisme sur l'archipel. Donc plusieurs secteurs sont en vue. La croisière, aujourd'hui sur l'archipel, on a une situation quand même favorable. On est situé dans le golfe Saint-Laurent. Nous avons une bonne position pour capter davantage les croisiéristes spécialisés, surtout que la région compte plusieurs ports. Dans le cadre du développement du grand port, je pense que les croisiéristes trouveront demain toute leur légitimité. Aujourd'hui, l'approche est plutôt délicate en raison des insuffisances des infrastructures. Demain, la réalisation du grand port permettra, d'après les renseignements que nous avons eus avec les responsables du Québec et de Montréal, de multiplier par 10 la visite des paquebots sur l'archipel. Nous avons également un tourisme de proximité. Ce tourisme de proximité, c'est Terre-Neuve, le Labrador, une fréquentation annuelle de 500 000 personnes. Là également, ce qui représente pour l'archipel, je pense, une opportunité directe en termes de perte de marché à reconquérir. Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut dire, c'est aussi une histoire, comme je le disais tout à l'heure. Ça a été la grande pêche, ça a été les bootleggers, et c'est aussi un mode de vie qui mérite d'être découvert par des gens extérieurs à l'archipel, mais au-delà des 12 000 personnes annuelles. Un tourisme régional qui est très peu développé. Nous nous situons aujourd'hui à 2 heures d'avion de New York, ou des villes du Canada comme Moncton, Halifax et Montréal, St. John's. C'est aussi une réflexion que nous devons avoir pour mettre en place une stratégie ambitieuse pour le développement du tourisme. La promotion, comme le disait tout à l'heure plusieurs d'entre vous, doit s'appuyer sur la France aux portes des Amériques, la France aux portes du Canada également. Le schéma stratégique qui a été mis en place, qui a été réfléchi par la collectivité avec l'appui des forces vives du territoire et différentes personnes associées, vise à mettre en place un investissement global, donc quai, gare maritime, les qualités d'hébergement aussi revues et des offres de services diversifiées. Il y a un véritable travail à mettre en place. Aujourd'hui, les objectifs sont ambitieux, je le disais tout à l'heure, c'est le doublement des visiteurs d'ici 2030, voire plus. Malgré que la chaleur n'est pas toujours dans notre territoire, nous avons régulièrement des visites de petits paquebots nature qui s'arrêtent sur l'archipel. Cette orientation pourra se traduire également par une progression de la population. Aujourd'hui, comme plusieurs territoires, nos jeunes quittent l'archipel, vont étudier soit au Canada, soit en Europe.
et très peu reviennent. C'est à peu près 250 boursiers par année. Donc en développant une activité comme le tourisme, ça peut laisser une ouverture pour ces jeunes de revenir vivre sur le territoire. Et donc une population qui reprend de la vie. L'attractivité pourrait se traduire également, on parle ici d'attractivité, parce que depuis l'arrêt sur la pêche, il faut trouver des solutions, doit se trouver par une baisse des coûts, je pense, du transport, et pourquoi pas par une détaxation des produits de luxe, alcool et vins et spiritueux. Donc les principales actions qui seront mises en place suite à la réflexion de ce plan stratégique de développement, c'est bien sûr développer la croisière, mais ça sera de préserver également le patrimoine historique et architectural. Donc, Madame la sénateur maire y travaille fortement avec l'îlot marin. Valoriser également le développement des équipements sportifs et culturels et développer les capacités d'hébergement entrée de gamme et haut de gamme. Assurer également, c'est très important, la desserte entre Inter-Îles, aujourd'hui, qui fait défaut sur ce territoire. Voilà les quelques mots que j'avais à dire sur Saint-Pierre-et-Miquelon, et j'espère vous voir un jour. Merci. Si les statistiques sur le tourisme, selon lesquelles une destination qui réussit prend 60% de sa clientèle dans son bassin géographique, je pense que vous disposez à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec la proximité, entre guillemets, du bassin américain et canadien compris, d'un vivier inépuisable. L'art d'être une île étant aujourd'hui la capacité à transformer les handicaps en atouts, je n'ai aucun doute sur votre capacité à réussir. Mettons maintenant le cap de nouveau dans le sud, vers l'équateur, pour rejoindre le territoire ultramarin continental de la Guyane. Nous avons épuisé les îles avec Joby Lienafa, président du comité du tourisme. Le tourisme y est encore peu développé, mais y est promis un bel avenir si l'on considère la grande diversité et l'originalité des atouts sur lesquels ce secteur d'activité peut asseoir son développement. À cet égard, le poids actuel des thématiques de préservation et de mise en valeur des patrimoines naturels est un levier important qui doit nous aider à convertir l'enfer vert en paradis de la biodiversité. Monsieur Lienafa, nous vous écoutons. Merci. Madame la ministre, mesdames, messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs, mes chers tous, je voudrais commencer mon propos par remercier Claude Suzano qui, au nom du parc, et Olivier Bernard qui, pour RAM Guyane, d'avoir quelque part dégagé un petit peu le terrain pour préparer mon intervention. La thématique du renouveau du tourisme dans l'outre-mer laisse entendre que le tourisme est déjà existé et qu'il soit nécessaire de lui apporter un second souffle. Si cela est vrai pour bien des territoires, ce n'est pas la réalité du tourisme en Guyane. Aussi, permettez-moi de vous brosser en quelques mots le tableau du contexte guyanais. En effet, les Outre-mer, comme les observateurs avertis savent, sont divers et pluriels et ont chacun leur particularisme. La Guyane n'y échappe pas, et je dirais même plus que les autres, elle s'enorgueillit d'être le seul territoire des Outre-mer continentales avec 84 000 km² qui conduisent à ces 8 millions d'hectares de forêt une façade maritime de plus de 300 km sur l'Atlantique. Sa position équatoriale la place en Amazonie, poumon de la Terre, sur le plateau des Guyanes entre le géant brésilien et le Suriname. Si la Guyane est actuellement le moins peuplé des DFA, elle ne devrait pas le rester longtemps car son taux de natalité est le plus fort de France avec 26 pour 1000, ce qui devrait l'amener à doubler sa population d'ici 2030. La spécificité physique du territoire ne nous a pas permis de profiter du développement du tourisme balnéaire. De plus, la Guyane a injustement pâti et pâtit encore malheureusement de l'image d'enfer vert. Que de préjugés qui nous restent à effacer. À ce propos, je partage l'analyse du rapport du
du Conseil de la promotion du tourisme quand il affirme que le constat est sans appel. Le tourisme n'a pas encore, dans l'ensemble des territoires d'outre-mer, la place stratégique qui devrait être la sienne. Ces décennies de retard par rapport à d'autres régions et territoires font que nous ne sommes pas encore dans une logique de renouveau, mais bien dans la phase de structuration initiale de l'offre sur un territoire grand comme le Portugal. La Guyane est assise sur le sanctuaire de biodiversité qu'est l'Amazonie. Et c'est autour de cette idée que nous développons notre offre touristique. Elle s'organise autour d'un triptyque: nature, science, culture. Un tourisme nature qui se décline notamment dans des camps touristiques aménagés en forêt, des balades fluviales sur ces nombreux cours d'eau, des sentiers de randonnée, la découverte des marées qui permettent l'observation de la faune préservée dans des écosystèmes remarquables. Le tourisme scientifique, avec comme fer de lance le spatial. La Guyane abrite le port spatial européen. De nombreux organismes de recherche œuvrent à l'amélioration des connaissances sur sa biodiversité. Le tourisme culturel, porté par son histoire, offre la possibilité de découvrir des vestiges précolombiens, ceux du bagne, les cultures ancestrales amérindiennes, les traditions des Noirs marrons. Le culturel aussi se vit à travers des événements majeurs. Le Ram Guyane et le carnaval restent nos fers de lance. Un important travail de structuration de ce carnaval a été amorcé et un dossier d'inscription de notre carnaval et de ses personnages au patrimoine immatériel de l'UNESCO est en cours. Notre stratégie régionale de développement du touristique s'appuie sur un schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui se décline avec des projets et des initiatives suivantes. Le projet d'équipement du territoire de loges de haut de gamme sur des sites exceptionnels afin d'attirer de nouvelles clientèles. La réalisation de nouveaux produits touristiques structurants, un aquarium, un sentier de grande randonnée, un jardin amazonien. La création de produits à vocation naturaliste à l'instar du produit tortue marine. L'aménagement d'un sentier thématique autour d'une espèce d'oiseau emblématique, le coq-roche, et l'aménagement d'un sentier carbone dans la réserve Trésor. Enfin, le tourisme de croisière qui s'invite peu à peu dans notre carte touristique et qui deviendra sous peu, nous le souhaitons, un véritable produit touristique. Nous avons également signé, après appel d'offres national, un contrat de destination à visibilité internationale, ce qui s'appuie au niveau local sur 4 contrats de destination, 4 contrats territoriaux de développement du tourisme qui ont vocation à valoriser l'identité des territoires touristiques identifiés par le diagnostic stratégique. M. Suzanon a parlé de co-construction. Oui, nous ferons de la co-construction avec les populations autochtones et nous les associerons pleinement aux décisions qui les concernent directement et indirectement dans leur mode de vie, dans leur terre, dans leur territoire traditionnel, aussi dans leur intégrité culturelle. Notre action, pourtant, se heurte à des freins structurels. Oui, j'ai entendu, je ne ferai pas comme mon collègue de Mayotte, j'ai entendu que la réunion avec les Chinois, et pourtant, le délai de délivrance du visa pour les touristes potentiels des pays limitrophes que sont le Brésil et le Suriname. Nous partageons 710 km de frontières naturelles avec le Brésil, 350 km de frontières naturelles avec le Suriname. Je crois qu'il serait grand temps que nous nous penchions sérieusement, promptement sur cette affaire de visa. C'est un problème qui a été soulevé depuis une dizaine d'années. Je vois mon ami Jean-Louis Antoine dans la salle. On a rencontré M. Victorin Durel, qui était à l'époque ministre de l'Outre-mer
sur le top RISA et un dossier lui avait été remis. L'obligation de la fièvre jaune en Guyane, qui induit des réticences psychologiques auprès des prospects. La faiblesse de la desserte aérienne, on en a parlé, mais surtout les tarifs élevés des billets d'avion compliquent l'atteinte des objectifs de fréquentation touristique poursuivis. Et puis, puisque c'est aussi notre Guyane, l'orpaillage clandestin et la pêche illégale qui ont des incidences négatives sur l'environnement, mais aussi et surtout sur l'image de notre destination. Ajoutez à cela le manque de main-d'œuvre formée au métier du tourisme, du guidage et la maîtrise encore trop lacunaire des langues étrangères, et vous avez un tableau, vous bossez de la situation de notre tourisme. Puisque mon intervention clôture ce colloque, je formule le souhait que des initiatives comme celle-là, dans un lieu aussi symbolique, auront un écho dans les plus hautes sphères de l'État, afin que la nécessité d'accompagner les Outre-mer à valoriser leurs atouts touristiques générateurs d'activités devienne une réalité. Car les Outre-mer, dans leur diversité, participent amplement au rayonnement international de la France. Merci de votre attention. L'économie touristique de la Guyane est sans doute à l'évidence, en vous écoutant, effectivement très jeune, sans sous-estimer à aucun moment l'importance des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Je reste persuadé que vous disposez des atouts, particulièrement sur les problématiques d'aujourd'hui, pour en faire une activité innovante et vous disposez d'une diversité exceptionnelle de l'offre dans les orientations du futur. Je reste persuadé donc que vous êtes sur la bonne voie et je sais que la Guyane aussi s'oriente dans d'autres choix politiques qu'on ne peut qu'encourager et accompagner. Chers amis, nous parvenons au terme de cet après-midi qui nous a offert un voyage merveilleux autour de la planète ainsi que des perspectives réjouissantes pour nos territoires. L'éventail des réalisations qui s'est déployé sous nos yeux, ainsi que le reflet déjà miroitant des projets à venir, fournit une belle démonstration. Nos Outre-mer tiennent une place de tout premier plan dans le développement de l'activité touristique de notre pays, et celle-ci doit davantage être mise en valeur, tant les patrimoines territoriaux, facteurs d'attractivité, sont riches et divers. Nous allons d'ailleurs sur ce sujet écouter pour terminer Madame Georges Paul-Angevin, ministre des Outre-mer, qui nous a fait l'honneur de venir clore nos travaux. Je voudrais juste remercier Jean-Pierre Philibert de nous avoir fait confiance pour être ses partenaires sur cette organisation. Je vous proposerai ensuite, après le discours de la ministre, de nous retrouver à la salle René Coty pour remercier nos nombreux intervenants autour d'un verre de l'amitié.